Encore une fois, des drones survoltent Moscou en plein jour. Pourquoi c'est le cas et ce qu'ils ont touché, nous allons le voir dans ce point de situation. Le 16 juin 2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 114e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner les attaques contre Moscou. Nous verrons également ce que font actuellement les soldats ukrainiens et russes près de Konstantinivka. Nous allons aussi examiner les files d'attente de plusieurs kilomètres, désormais présentes presque partout en Russie, surtout dans les lieux clés. Le 15 juillet, le poste de contrôle de Tchongar ainsi qu'un pont près de l'accès de Henechevski étaient en flammes. Les deux se trouvent sur l'un des accès les plus importants à la Crimée, précisément là où une grande partie du ravitaillement arrive sur la péninsule par la voie terrestre. En Crimée même, il y a déjà des problèmes de carburant, de longues files d'attente devant les stations-service et des informations faisant état d'un approvisionnement restreint. Des camions-citernes, locomotives, cargos et centres logistiques sont attaqués depuis des semaines. Désormais, après les dernières attaques contre les ponts, il semble que les accès eux-mêmes soient également sous pression. À un moment donné, cela pose un problème très concret. Un pont détruit ne paralyse pas forcément complètement la circulation. Une attaque ne bloque pas forcément une route durablement. Mais chaque dommage supplémentaire entraîne des retards, des déviations, des contrôles et surtout des embouteillages. Et la logistique dépend justement du débit. Lorsque des milliers de tonnes de carburant, de munitions et de fournitures doivent être transportées chaque jour, des attaques comme celle-ci suffisent à se faire sentir tout au long de la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi je ne considérerai pas cette attaque de manière isolée, elle s'inscrit très bien dans la série d'autres frappes contre la logistique russe que nous pouvons observer ici depuis presque un mois maintenant. Mais il n'y a pas eu d'attaque importante seulement ici, mais aussi sur un pont important à Novoazovsk. Le pont se trouve sur la route RR 280 qui relie Mariupol à Taganrog, constituant ainsi l'une des principales voies d'approvisionnement russe dans le sud. Les lecteurs réguliers de mes rapports connaissent déjà cette route. Cet axe assure l'essentiel de l'approvisionnement entre la Russie, les territoires occupés au sud de l'Ukraine et en partie la Crimée. C'est pourquoi les ponts de cet itinéraire sont particulièrement importants. Pas nécessairement parce qu'un seul impact paralyserait toute la logistique, mais parce que chaque passage endommagé ralentit le trafic et accroît la pression sur les itinéraires de contournement. C'est précisément ce qui semble aujourd'hui très lucratif pour l'Ukraine, expliquant pourquoi elle y porte désormais des coups puissants. Bien que ce pont n'ait pas été totalement détruit, contrairement à d'autres dans le nord de la Crimée. Ceci est en fait une évolution bien plus importante que de nombreuses vidéos de drones prises isolément. Car selon Bloomberg, le raffinage du pétrole russe est tombé à son niveau le plus bas depuis environ 2 décennies. La Russie extrait toujours beaucoup de pétrole brut, mais l'essentiel est aussi ce qu'il advient après l'extraction. Le pétrole brut doit être transporté, il doit être raffiné et surtout, il doit aussi être vendu. Depuis des mois, des raffineries, stations de pompage, terminaux pétroliers et autres infrastructures énergétiques russes sont attaquées. De nombreuses installations ont dû temporairement arrêter leur activité, réduire leur production ou effectuer des réparations. Les conséquences semblent désormais se refléter dans les chiffres nationaux. Cela touche la Russie à un point sensible, car le pétrole n'est pas seulement une matière première pour Moscou. Le pétrole est l'une des principales sources de revenus de l'État et les produits qui en découlent sont en plus indispensables pour la guerre. Alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient et que les prix du pétrole restent élevés, la Russie pourrait en fait profiter de ces prix. Au lieu de cela, le pays est confronté à des problèmes précisément dans le secteur qui, normalement, devrait rapporter des milliards supplémentaires au budget de l'État. Et les guerres, au final, ne se mènent pas seulement avec des soldats, mais elles se payent aussi avec de l'argent. C'est pourquoi, depuis des mois, l'Ukraine vise non seulement des cibles militaires, mais attaque aussi de plus en plus l'infrastructure qui alimente le trésor de guerre russe. Des drones survolent à nouveau la région de Moscou. Les habitants filment le spectacle de l'absence de défense aérienne dans la région politiquement la plus importante de Russie. Quel est leur objectif? Où veulent-ils aller? Eh bien, à première vue, vers Kapotnia. Où cela se trouve-t-il? À seulement 16 km du Kremlin. Kapotnia accueille l'une des principales raffineries de la région de Moscou, qui fournit en grande partie la capitale et sa périphérie en carburant. Et par « en grande partie », je veux dire que cette raffinerie fournissait jusqu'à 70% de l'essence de la région de Moscou. Récemment, on évoquait encore les longues files d'attente devant les stations-service en Crimée. Désormais, des images similaires sont vues sur la M11 entre Moscou et Saint-Pétersbourg, selon des rapports.
Les automobilistes attendent désormais jusqu'à 3 heures pour faire le plein avec de longues files de véhicules sur un des axes routiers majeurs de Russie. La M11 ne relie pas seulement des villes de province quelconques, mais les 2 métropoles les plus importantes du pays. Il est également intéressant d'observer la dynamique derrière de telles situations. Même avec assez de carburant en théorie, de simples rapports de pénurie suffisent à accentuer la pression sur le système. Les gens font le plein plus tôt et plus souvent et remplissent leurs réserves tant que c'est permis, sachant que dans d'autres régions cela a déjà été interdit. Seulement 20 litres par personne sont distribués, le plus souvent aux habitants, rarement aux touristes. Actuellement, la consommation et la demande continuent d'augmenter à court terme, ce qui complique aussi la logistique russe. La M11 reste une des principales liaisons nord-sud du pays. Quand les stations-service sont surchargées, cela impacte non seulement les automobilistes privés, mais aussi les sociétés de transport, la livraison de marchandises, les transports commerciaux et même la guerre. Observons à nouveau le point chaud sur le front, à Kostiantynivka. Ces derniers jours, nous avons observé cet endroit ici, et l'évolution rappelle désormais beaucoup plus la bataille de Toretsk que celle de Bakhmout. Je me répète là-dessus depuis plusieurs jours. Je veux en effet que vous compreniez pourquoi je le mentionne sans cesse. Je veux que vous reconnaissiez les schémas dans les attaques russes et que vous compreniez ce que je peux discerner ou percevoir ici. À Bakhmout, les Ukrainiens ont longtemps résisté malgré un encerclement grandissant, d'abord par le sud puis par le sud-ouest sur la route d'approvisionnement ukrainienne. On s'est moins battu dans la ville elle-même, on a plutôt essayé de contourner la ville et de couper d'abord l'approvisionnement. C'est aussi assez logique d'un point de vue militaire, tant qu'on a les capacités nécessaires pour le faire. Cela évite en effet d'avoir à livrer une bataille vraiment sanglante à l'intérieur de la ville, car le combat urbain et de maison en maison est généralement plus dangereux qu'à l'extérieur, surtout lorsqu'on est soi-même à l'offensive. Les Ukrainiens ont résisté longtemps malgré l'encerclement, mais leur voie d'approvisionnement était de plus en plus menacée. Les Russes poncepeleuses pouvaient être attaqués avec de l'artillerie ou lancer des drones à proximité, la portée étant alors moindre, et une retraite ordonnée des Ukrainiens est vite devenue inévitable. À Kostiantynivka, nous voyons cependant autre chose, car les Russes n'ont pas réussi jusqu'à présent à encercler la ville ou à couper complètement les lignes de ravitaillement, et nous ne voyons pas non plus de grandes attaques d'encerclement autour de la ville. À la place, ils progressent tant par de petites infiltrations, de petits groupes d'assaut et justement par des combats de maison en maison, s'enfonçant toujours plus dans la ville. Exactement comme ils l'ont fait auparavant, ils procèdent ainsi. Cela ne rend pas la situation meilleure pour les Ukrainiens, bien au contraire. Cela l'aggrave même, car les Russes progressent lentement dans la ville avec relativement peu de pertes. Et cela, même si le ravitaillement ukrainien n'est pratiquement pas coupé. D'un autre côté, cela signifie aussi que l'Ukraine n'est pas cette fois-ci confrontée au choix de percer ou d'être encerclée. Au contraire, un combat d'usure s'installe, avec la perte progressive de quartiers entiers, tandis que la défense recule sur de nouvelles lignes. Ici, sur une petite zone, on observe un combat de retardement sans ligne claire, mais avec des points d'appui locaux et des endroits recevant une attention spéciale dans la ville. Ainsi, l'évolution actuelle ne surprend aucun de ceux qui suivent le front depuis des mois. Les avancées russes au sud de la ville, les combats dans les banlieues et les infiltrations croissantes indiquent dans cette direction depuis un certain temps déjà. Même si la Russie devait prendre complètement Kostiantynivka, et cela pourrait bien arriver, cela ne résoudrait pas automatiquement le problème suivant. Les Ukrainiens disposent toujours de lignes de défense dans la région de Dourchkivka et Kramatorsk, donc un peu plus au nord, ici à cet endroit et ici avec Kramatorsk. C'est en effet la prochaine grande ligne de défense dans la région de Donetsk. Et en même temps, on se bat encore ici près de Chassiviage. La bataille n'est pas encore terminée, même si les Russes lancent à nouveau une offensive majeure ici. Pour la Russie, prendre la ville serait un succès politique, mais cela ne mènerait pas à la percée opérationnelle que certains observateurs voudraient en déduire. Certains publient même ces informations ici. Je vais vous en lire une sur l'effondrement du front près de Kostiantynivka, des centaines de soldats ukrainiens capturés. Un effondrement total du front ukrainien dans la région de Kostiantynivka est en cours. Des unités entières de la 5e, plusieurs brigades, dont celle d'assaut, se seraient rendues en masse à cause de l'épuisement et du manque d'eau, de nourriture et de munitions. Les groupes d'assaut russes poursuivent leur avancée, alors que des soldats ukrainiens, abandonnés par leur commandement sans relève ni approvisionnement, préféreraient arrêter la captivité à une mort insensée. Les spectateurs de la chaîne connaissent déjà cette image. Il ne s'agit pas de soldats ukrainiens, mais russes, le 8, ou 2024 dans la région de Koursk, se sont rendus aux soldats ukrainiens. La partie russe recycle donc ses propres soldats, les mettant en scène comme adversaires pour ce genre de message. Je pense que vous auriez presque pu reprendre le texte tel quel.
Car la plupart du temps, nous avons entendu parler du manque d'eau, de nourriture et de munitions du côté russe, et moins du côté ukrainien, sans vouloir dire pour autant que ce problème n'existe pas là-bas. Merci aux abonnés, membres de la chaîne, à l'Olge Crew, et particulièrement au lieutenant-colonel Rennecke, Scylla Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez, et à la prochaine analyse.